Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors comme chaque semaine, on ne change pas nos habitudes, on va revenir sur l'actualité qui a fait les bons ou les mauvais jours des marchés. Quelques déceptions et puis quelques belles surprises. On va d'ailleurs commencer avec une petite note positive. Alors quand je dis petite quand même, c'est Nvidia qui a brillé sur les marchés, je pense qu'on peut le dire. Oui, et le terme est même faible. À tout seigneur, tout honneur, Nvidia est incontournable dans les commentaires des derniers jours et même des dernières semaines. Certains avaient craint que les attentes exprimées par les analystes soient un petit peu trop élevées, un petit peu trop optimistes. On avait placé la barre très, très, très haut. Eh bien non, Nvidia a fait encore mieux que ses attentes pour l'année 2023 dans son ensemble, qui se termine fin janvier, doit-on préciser, mais surtout pour son quatrième trimestre, tout simplement fabuleux, époustouflant, mirobolant, et on peut ajouter encore plein d'adjectifs. Jugez-en, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3,6. On parle bien du chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait inhabituel pour une entreprise de cette taille, à 22 milliards. Quant au bénéfice, lui, a été multiplié par plus de 5 sur ce trimestre et par 3 sur l'ensemble de l'année. C'est prodigieux. Il n'est pas vraiment étonnant que le cours ait, le jour de cette annonce, bondi de plus de 16% à 785 $. Et remarquons d'ailleurs au passage que la capitalisation boursière de Nvidia a ce jour-là augmenté de 277 milliards de dollars. C'est un record absolu qui dépasse celui signé voici quelques semaines par Meta. Ces 277 milliards sont équivalents au PIB de la Grèce, a-t-on dit. Je relève au passage, parce que c'est quand même une chose qui me paraît utile à relever, que plus un article reproduit un petit peu partout et qui résultait visiblement d'une erreur de traduction, je ne sais pas qui en était responsable, était-ce ChatGPT, je ne sais pas, a signalé que la capitalisation de l'entreprise avait atteint 277 milliards. Mais non, elle a augmenté de 277 milliards. Donc attention à ce qu'on lit parfois sur Internet, il y a parfois de très grosses bêtises. Dans tous les cas, les bons résultats de Nvidia ont eu un certain nombre de conséquences, un effet papillon. Mais oui, tout à fait. Bon, d'abord, on peut considérer quand même que les très bons résultats et l'envolée du cours de Nvidia ont renforcé l'optimisme qui régnait déjà sur les marchés. Rappelons, si besoin en était, que aussi bien Wall Street, mesuré par le S&P 500, que la bourse européenne, mesurée par le Stoxx 600, ont établi de nouveaux records, y compris plusieurs bourses européennes à titre individuel. Et alors, comment ne pas rappeler aussi que Tokyo a dépassé enfin son sommet précédent, qui date, tenez-vous bien, du 29 décembre 1989. Il a fallu beaucoup de patience aux investisseurs, même une bonne génération. Tout arrive à qui sait attendre, dit-on. Deuxième conséquence, on ne s'en étonnera pas qu'un tas d'analystes ont augmenté leur objectif de cours pour Nvidia. Il y en a un qui est passé de 740 à 1100 $. Allons-y carrément. Une petite hausse. Tant qu'à faire, ne soyons pas mesquins. Un autre passe de 1100 à 1300 $. Un bémol tout de même, UBS, la banque suisse UBS, a revu son objectif de 850 à 800 $, estimant qu'un ralentissement de la croissance était possible. C'est vrai que dès le lendemain de cette formidable hausse, Nvidia, après avoir monté en début de séance, a finalement un tout petit peu reculé. Des prises de bénéfices. Des prises de bénéfices très logiques, surtout que le recul était minime, même pas 1%, donc dérisoire. Et alors, troisième conséquence, ça c'est quand même très important à relever, c'est que Nvidia n'est pas seul dans son secteur. De manière globale, l'intelligence artificielle et les puces en général intéressent un tas d'autres entreprises. Et dans le sillage de Nvidia, Broadcom a pris 6%, AMD a pris 11%. Et alors, il y a une autre valeur beaucoup moins connue qui est Supermicro, qui a pris 30% sur la journée. Là, ça n'est pas passé inaperçu, évidemment.
Alors justement, intéressons-nous à cette petite pépite, hein, l'air de rien, qu'on connaît beaucoup moins, Super Micro. Elle performe quand même ces derniers temps, et donc elle mérite peut-être qu'on y soit un peu plus attentif. Mais oui, on s'en voudrait de la rater, même si, bon, on aurait aimé l'acheter il y a 10 Juste ans, mais avant. personne ne la connaissait, même il y a 3 ans, même il y a 2 ans. En fait, Supermicro Computer, de son nom exact, est un fabricant d'accélérateurs pour les processeurs graphiques que fabrique notamment Nvidia. Alors, on comprend bien que si Nvidia a du mal à suivre la demande, problème de riche, a du mal à satisfaire tous ses clients potentiels, on comprend bien que les affaires de Supermicro marchent aussi du tonnerre. Euh, Supermicro n'a pas que Nvidia pour clients, d'ailleurs, c'est d'abord Meta, et c'est aussi Intel et AMD. Mais donc, quand les processeurs graphiques pètent le feu, passez-moi l'expression, les accélérateurs de processeurs graphiques pètent le feu aussi, de Supermicro Computer, une valeur qui a explosé, qui a coté même un peu plus de 1000 dollars il y a une dizaine de jours, venant de moins de 40 en été 22. On appelle ça une explosion de cours, c'est même le moins qu'on puisse en dire. Attention à une chose, dans le cas de Nvidia et surtout de Supermicro, ce n'est pas ce qu'on appelait naguère une action de père de famille. Il ne faut pas être cardiaque parce que après avoir touché un sommet de 1078 dollars le 15 février, crac, moins 20% le lendemain et 4 séances plus tard, le cours avait perdu un tiers de sa valeur. Donc, encore une fois, c'est fabuleux, mais ça n'est pas ce qu'on appelle une obligation annexée, hein, loin s'en faut. Alors j'allais vous poser la question justement, vous le dites, hein, il ne faut pas être cardiaque pour ces deux valeurs, mais justement, est-ce qu'on y va encore à ce stade? Parce que je suppose qu'à ce stade, ça doit quand même déjà être assez cher. Oui, c'est évidemment très cher, mais c'est un problème énorme, ça. Cher, que veut dire cher, hein? Bon, soit, on va pas faire de philosophie ici. Ce que l'on peut relever, c'est que le bénéfice augmente très fort, enfin, il explose, soyons clairs. Alors, si le cours explose, mais que le bénéfice explose encore plus, finalement, du point de vue technique, sur la base de ce fameux rapport cours-bénéfice, ben, l'action est parfois moins chère. Le rapport court-bénéfice, souvent appelé PE par les professionnels pour Price Earnings, est revenu de 85 à 46 pour Supermicro. Il est revenu de 217 à 59 pour Nvidia. Donc c'est cher, mais finalement c'est plutôt moins cher. Et si ça continue comme ça, ce sera peut-être encore moins cher l'année prochaine. Alors, bon, dire c'est trop cher, on ne peut pas le dire. Mais on peut se dire aussi qu'ils n'ont pas encore atteint les sommets. Mais peut-être pas, hein, effectivement. Non. Alors, autre résultat récent, mais par contre moins brillant quand même, c'est Umicore. Oui, là, on est dans un tout autre domaine, enfin, tout autre camp, si je puis dire. C'est plutôt la déception. Oui, c'est une déception, disons pas une grosse déception. Pour retenir le chiffre principal, c'est ce que les professionnels appellent l'EBITDA, autrement dit le résultat opérationnel, donc bénéfice avant charge d'intérêt, taxes, amortissement, etc. Le bénéfice opérationnel, rappelons-le si besoin en était, c'est la valeur la plus suivie par les professionnels, les analystes financiers. Pourquoi? Parce que ça exprime exactement ce que l'entreprise a gagné en faisant son métier, tout simplement. Or, on attendait un recul de cette EBITDA de 15%, il frise les 18%, donc c'est moins bien. Quand c'est moins bien, c'est toujours mauvais, ça fait mauvaise impression. Bon, c'est pas un désastre absolu, on l'a compris. Ce qui est un peu dommage, un peu plus dommage peut-être, c'est que l'entreprise vise également un EBITDA de l'ordre de 900 à 950 millions pour cette année-ci. Les analystes attendaient 979 millions, donc on est également en dessous. Le bénéfice, lui, devrait être à peu près équivalent. Donc, disons, ça n'ira pas mieux cette année-ci, en tout cas. Ça, c'est évidemment fort dommage, même si les résultats sont affaiblis par des dépenses d'expansion, la construction d'usines, ce qui est évidemment positif pour l'avenir. Alors, on remarque une petite chose un peu contradictoire, enfin, à la fois dommage et rassurante. Les analystes ont abaissé leur objectif de cours, donc visiblement, hein, ils réagissent négativement. 20 à 18 euros pour UBS, 26 à 22 pour HSBC, 29 à 26 pour KBC. Les avis sont un peu divergents. Nous continuons de faire confiance, dit KBC. Morgan Stanley, oh, résultat pas si mauvais. Kepler-Chevreux, oh, ce sera une année difficile. Mais globalement, l'objectif de cours moyen est de 26 euros.
donc très supérieur de 30% au cours actuel. Donc ce n'est pas la panique, c'est du tout. Le prix est raisonnable. Alors soyons honnêtes, nous étions à l'achat sur cette valeur il y a quelques mois, quand elle était un peu plus de 20 euros. On reste à l'achat à un peu moins de 20 euros. Il est dommage, bien sûr, que le cours ait chuté, enfin ait baissé en tout cas. Notre avis n'a pas changé. Ce ne sera sans doute pas en 2024, mais en 2025, Umicore verra sa vraie valeur émerger. Donc ça reste à l'achat pour on va dire, le moyen terme. Ça n'a jamais été le court terme. On la met sur l'étagère, patience. Patience, absolument. Alors, on va s'intéresser aussi un petit peu à l'immobilier quand même, parce que bon, l'air de rien, on sait que le secteur a été un peu tendu ces derniers temps avec ces hausses des taux qui stagnent et où on attend désespérément une baisse. C'est un secteur qui le subit énormément. On va prendre l'exemple de Cofinimo. Comment s'en sort Cofinimo? Mais les résultats de Cofinimo sont très contrastés d'une certaine façon, parce que d'un côté, le bénéfice net, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'EBITDA, le résultat opérationnel qui est le plus important. Le bénéfice net, ça peut être n'importe quoi pour différentes raisons, soit. Mais en première vue, donc, presque un demi-milliard pour l'exercice 2022. Ça fait face à une perte de 55 millions en 2023. Catastrophe. Donc, pas vraiment. C'est comptable. La CIR a dû tenir compte de la hausse des taux en actant des moins-values sur ces immeubles, moins 2% pour les immeubles de santé, qui font 3/4 du portefeuille quand même, il faut le signaler, moins presque 6% pour le bureau, qui est donc maintenant très minoritaire. Mais ce qu'il y a, c'est que le bénéfice opérationnel, lui, a dépassé les prévisions. Le consensus était un peu moins de 7 euros par action, ils sont à 7,07 €, donc c'est mieux. Donc visiblement, ce n'est pas la catastrophe. Et d'ailleurs, les analystes ont jugé que ce n'était pas la catastrophe non plus. La prévision est un peu dommage pour l'année en cours. Visiblement, on espérait un recul du bénéfice limité. Au lieu des 7,07 par action, l'entreprise attend 6,40. Là, c'est quand même un repli pas tout à fait négligeable. N'empêche, il faut quand même relever une chose, c'est que dans un premier temps, à l'annonce des résultats, le cours a monté. C'était dans un deuxième temps qu'il a baissé. Donc visiblement, il n'y avait pas que du négatif là-dedans, loin de là. Ce qu'il serait pas malvenu, comme vous le disiez, c'est qu'évidemment les taux se remettent quand même de nouveau à refluer, de manière à ce qu'il n'y ait plus cette année-ci de moins-value fiscale, de moins-value comptable. Que disent les analystes? 2 sont vendeurs, c'est vrai, mais 4 sont plutôt à l'achat ou renforcement. Et l'objectif de cours de 74 € est quand même supérieur de l'ordre de 20% au cours actuel. Donc visiblement pas de panique, ça reste une valeur conseillée pour, si pas le court terme, en tout cas le moyen terme et le long terme aussi, en fait, du fait d'un cours très inférieur à la valeur comptable et d'un rendement net qui est quand même très appréciable. On a l'occasion de se rendre compte tous les 15 jours dans ce podcast que l'humeur des marchés est assez insaisissable. Finalement, on ne comprend pas toujours leurs réactions. Aujourd'hui, au vu de cette actualité, si notre investisseur devenu averti maintenant avec les podcasts semaine après semaine, qu'est-ce qu'il retient de cette actualité et finalement de ce qu'il peut faire avec ça? Mais ce qu'il peut retenir dans le cas de Cofinimo, par exemple, c'est que surtout, ne regardons pas que le bénéfice net. Les analystes ont montré la voie puisqu'ils étaient optimistes. Ils ont fait monter le cours dans un premier temps. Donc attention, le bénéfice net parfois ne signifie rien du tout. Il faut remonter dans le compte de résultats, comme on dit. Ça, c'est une première leçon. On l'a déjà relevé plusieurs fois. Et alors, avec Nvidia en particulier, et bien sûr son fournisseur Supermicro, se dire... C'est quoi la cherté d'une action? Le rapport court-bénéfice, lui non plus, ne veut pas dire charrette, comme on dit familièrement. Il faut là aussi aller voir ce qu'il y a derrière. Ces valeurs, ces actions ne sont pas bon marché. Quand le bénéfice augmente encore plus vite que le cours, les valeurs deviennent moins chères et pas plus chères, en dépit d'un rapport court-bénéfice élevé dans l'absolu. Il faut toujours aller gratter un peu plus loin et se dire qu'une première impression, contrairement à ce que l'on dit pour les gens parfois, la première impression n'est pas toujours la bonne, c'est même parfois la mauvaise. Ça, c'est un bel enseignement. Tiens, on va changer nos perceptions. Quand on parle action, quand on parle marché, on ne se fie pas à nos premières impressions. Merci beaucoup, Guy. On se retrouve dans 15 jours. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Key Trade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast Train Tendance Bourse. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons à nouveau nous pencher sur la comparaison entre un indice pondéré en fonction de la capitalisation et l'Equal Weight Index ou l'indice à pondération égale. Dans l'indice par capitalisation boursière, par exemple le S&P 500 ou les MSCI World, ce sont naturellement les plus grandes actions cotées en bourse qui ont le poids le plus important. C'est pourquoi ces dernières années, le tracker sur le S&P 500 et sur les MSCI World ont obtenu d'excellents résultats car la technologie a été un facteur clé de ces succès et les secteurs technologiques a gagné ces dernières années de plus en plus de poids et d'exposition dans ses principaux indices boursiers. Investir aujourd'hui dans un tracker sur les S&P 500 ou sur les MSCI World, c'est indirectement acheter surtout une forte exposition aux valeurs technologiques. C'est notamment Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Alphabet et bien d'autres encore. Tous ceux qui investissent actuellement savent qu'au cours des dernières années, nous avons surtout assisté à la domination de ces méga capitalisations boursières et de ces grandes valeurs technologiques américaines. Mais il s'agit en fait d'une période assez exceptionnelle, car si l'on examine sur le long terme un indice par capitalisation boursière comme le MSCI World ou le S&P 500 par rapport à l'indice à pondération égale, on constate que les indices à pondération égale ont surperformé les indices pondérés en fonction de la capitalisation. C'est le cas pour le S&P 500 à pondération égale qui, entre 2000 et 2015, a toujours eu une performance bien meilleure que l'indice pondéré par capitalisation du marché. Il y a eu à partir de 2015-2016 un retournement des situations qui s'explique bien évidemment par la hausse des grandes valeurs technologiques américaines. C'est d'ailleurs toujours le cas vu qu'à l'heure actuelle, tout le monde veut posséder des actions technologiques américaines de premier plan. Nous avons également observé entre 1995 et 1999, toujours sous l'impulsion de la technologie, le même renversement des tendances où l'indice S&P 500 ordinaire, c'est-à-dire pondéré par capitalisation, s'était beaucoup mieux comporté que l'indice S&P 500 à pondération égale. Cette période s'était arrêtée avec l'éclatement de la bulle technologique en 2000. L'histoire va-t-elle se répéter? Difficile de répondre à cette question, mais nous n'en sommes certainement pas encore là. Nous pensons cependant qu'il est tout à fait possible que nous assistions à une nouvelle résurgence des indices à pondération égale au cours des prochaines années et que la technologie va perdre de son importance. On observe d'ailleurs que l'exposition à la technologie est en train de chuter dans l'indice S&P 500. Dans le S&P 500 à pondération égale, nous constatons que le poids le plus important revient au secteur industriel avec environ 15%, suivi par les secteurs financiers et les secteurs de la santé. L'indice technologique ou les secteurs technologiques n'arrivent qu'en 4e position avec un poids de 13%. Et 13%, c'est beaucoup moins que les 28, les 29 ou 30% que nous observons actuellement dans l'indice S&P 500 ordinaire. C'est d'après nous le signe avant-coureur que nous sommes probablement actuellement dans la phase finale. La technologie est si fortement pondérée qu'elle se comporte beaucoup mieux que tous les autres indices sectoriels dans l'indice S&P 500. Et encore une fois, peut-être que dans les prochaines années, nous allons à nouveau assister au retour des indices à pondération égale et par extension l'indice MSCI World à pondération égale. Il serait peut-être plus indiqué à réduire un peu sa dépendance à l'égard de l'indice MSCI World en faveur de l'indice MSCI World à pondération égale. Et il est bien évidemment possible de trouver sur les marchés européens des trackers sur les MSCI World ou S&P 500 à pondération égale. Pour conclure, l'indice S&P 500 ou les MSCI World pondérés en fonction de la capitalisation a ces dernières années mieux performé que l'indice à pondération égale. Cela pourrait cependant changer d'ici quelques années car il est assez inhabituel sur le long terme que les indices pondérés en fonction de la capitalisation surpassent les indices à pondération égale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous d'ici 2 semaines. Merci, au revoir. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse.
Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.